Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine Equinox Soir. Une fois de plus pour vous, madame, monsieur. 2 ans à peine après avoir reçu près de 177 véhicules offerts par le chef de l'État, la préfectorale vient une fois de plus de se voir dotée du matériel roulant flambant neuf. 50 véhicules 4x4. Pour Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, c'est une dotation, je le cite, spéciale que le chef de l'État vient d'accorder aux autorités administratives des 10 régions. Et il poursuit, le président de la République vient de montrer à nouveau qu'il se soucie des conditions de travail des autorités administratives. Alors que la nation parle de plus en plus de réduction du train de vie de l'État, le terme revient sans cesse dans les discours du président de la République. L'opinion publique s'interroge sur l'opportunité de telles dépenses en pleine période d'ajustement. Réduction du train de vie de l'État, encore 40 véhicules pour l'administration territoriale, c'est le fait du jour. Madame, monsieur. Réduction du train de vie de l'État, encore 40 véhicules pour l'administration territoriale. Pour en parler, je suis avec Donald Brice-Kamgan. Bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à l'ensemble de nos panélistes du soir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, des millions au Cameroun et à l'extérieur. Voilà, vous êtes journaliste à Equinox Radio et Télévision. Absolument. C'est bien ça. Absolument. Desk central depuis Douala. Sur ce plateau également, Maître Georges Teguen. Bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin, bonsoir aux millions et milliers de téléspectateurs depuis l'étranger jusqu'au Cameroun. Aux Camerounais de l'étranger, je fais un grand bisou. Il faut penser à venir chez nous parce que notre pays doit être construit et vous devez participer à cette œuvre qui est titanesque. Je voulais également saluer tous les panélistes et vos milliers de téléspectateurs. Ok, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Jean-Paul Chouniat, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, Jean-Paul Chouniat, vous êtes aujourd'hui à Douala, vous avez vécu, vous avez suivi le ministre Paul Atangandi hier et à sa suite, le gouverneur Bernard Okaler-Bilaye. Il parlait des régions reculées. Vous étiez à l'ouest. Ces véhicules-là, c'est important pour un chef de terre? Non, je dirais même que c'est hyper important. Oui. Parce que en même temps, si vous prenez un département comme le Noun, Oui. il est assez vaste, même si le préfet, on va me dire que bon, le sous-préfet peut parcourir, mais le préfet aussi doit faire par exemple le tour de ce département. Oui. Vous avez des zones dans le Noun où si on vous dépose là-bas, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes au Cameroun. C'est des zones où j'y suis allé au moins 2 fois. Vraiment, si le chef de terre, le sous-préfet ou le préfet tient à faire véritablement son travail, il faut avoir un véhicule bien adapté pour la route pour pouvoir accomplir ces tâches-là. Donc, je pense que ça rentre dans une... comment je vais dire? Ça rentre dans des mesures d'accompagnement ou alors des mesures de facilitation de travail à ces autorités administratives. Oui. Bon, c'est vrai que quand on entend 40 véhicules, on a tendance à résumer tout le train de vie de l'État à 40 véhicules. Que ça aurait été même 100 véhicules, je pense que le débat ne se pose pas véritablement sur la quantité de véhicules. Le débat se pose sur la fréquence. Il n'y a pas longtemps, ils ont été dotés de ce matériel. C'est oui. Ça qui dérange un peu. Ça. Oui, il n'y a pas longtemps, ils ont été dotés. Bon, maintenant, il faut savoir, je prends un cas comme le gouverneur du Nord-Ouest. On se rappelle que son véhicule avait subi d'importants dommages. l'Afrique, oui. Voilà, son véhicule avait subi d'importants dommages. Je pense qu'il était aussi de bon ton que dans une zone comme celle-là, oui, notamment le sud-ouest et le nord-ouest, où il y a beaucoup d'insécurité, il faut avoir des véhicules véritablement adaptés, à même de se déployer le plus rapidement possible. Vous imaginez bien que si votre véhicule
n'est pas en bon état et que vous faites l'objet d'une attaque, on ne dit pas que si on fait une attaque et que vous devez y laisser votre peau, la qualité du véhicule va forcément vous sauver la vie. Non, mais que ça vous permette de vous déployer le plus rapidement possible. Justement, le gouverneur Benin Okalia Bilay parlait hier, il est revenu sur le cas du sous-préfet de Bouya, qui le 7 octobre, le véhicule a subi des attaques. Oui, ça peut être corrigé. En revanche, si... parce que, je le dis parce que la région où je viens, j'ai vu le véhicule du gouverneur de la région de l'Ouest. Il a notamment une Peugeot, une Peugeot 600 quelque chose qu'on peut considérer comme une voiture qui lui permet d'aller dans les cérémonies, une voiture basse. Il a une V8 4x4 assez costaud pour aller dans n'importe quelle partie de l'Ouest. Donc, si ces véhicules-là que j'ai vus étant neufs, et quand on lui en donne encore un autre du même calibre étant neuf, je pense que... Il y a un problème. Oui, ça peut... parce que des véhicules flambant neufs qui n'ont même pas un an d'existence, un véhicule flambant neuf qui n'a pas un an d'existence et qu'on ajoute encore un autre, je pense qu'il y a de quoi ça devrait indigner l'opinion. Maître Tegem, le quotidien gouvernemental aujourd'hui parle de don du chef de l'État. Le chef de l'État fait don du matériel roulant aux autorités administratives. Je pense que là, vous posez un problème de sémantique. Oui. Je ne pense pas que ce soit un don, c'est une dotation. C'est ce qui est écrit, hein, l'édition d'aujourd'hui. C'est une dotation du président de la République. En tant que serviteur de l'État, il pense à ceux qui l'accompagnent dans sa mission de service public. Alors, il se dit, notamment dans les régions en difficulté nord-est et du sud-ouest, il faut accompagner les sous-préfets qui exercent leur métier dans des conditions très très difficiles et dans des zones à risque. Donc c'est un pas de plus dans le service public, c'est pour faciliter les missions qui sont celles de ces autorités administratives. C'est également une initiative de lutte contre la pauvreté parce que ces autorités administratives, par leur rôle d'encadrement des populations, parce qu'elles aussi jouent un rôle dans l'encadrement des populations, pour se rendre auprès des personnes qui sont en réalité les destinataires de ces véhicules, parce que les véhicules, même si ce sont les autorités qui roulent dans les véhicules sont destinés à faciliter la vie des populations. Et pour faciliter la vie des populations, on facilite la vie de ceux qui sont les dépositaires de l'autorité de l'État. C'est ainsi que le chef de l'État a pris cette mesure qui, il faut le dire, est salutaire. Parce qu'on semble oublier qu'il y a un sous-préfet qui a eu un accident, malheureusement décédé, que Dieu ait son âme. Oui. Donc, vous ne pouvez pas contester qu'il fallait remplacer ce véhicule. Il y a également des zones à risque dans le nord-est et le sud-ouest, parce qu'on ne peut pas raisonner partout au Cameroun comme si on était à Douala et Yaoundé. Les autorités ont besoin de véhicules pour travailler, et c'est aussi un outil de motivation supplémentaire. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on parlait sur les gens de la diaspora, ils disaient qu'ils peuvent venir travailler dans des conditions difficiles. Si de telles mesures peuvent se multiplier dans d'autres départements ministériels et encourager les gens à se masser et venir vers le pays, afin qu'ensemble nous construisons ce pays qui est à construire. Il ne sera pas construit par quelqu'un d'autre que par nous, c'est nous qui devons le construire. C'est chaque Camerounais qui doit apporter sa pierre à la construction de cet édifice. Si donc le chef de l'État a pensé que pour faciliter la vie des populations, faciliter la vie des autorités qui sont dépositaires de l'autorité de l'État, il fallait attribuer des véhicules, je pense que c'est une mesure qui est salutaire, c'est une mesure à saluer. Maintenant, relativement au train de vie de l'État, nous n'avons pas, voyez-vous, les statistiques pour contester que cette œuvre participera plutôt à améliorer le train de vie de l'État. Parce que, voyez-vous, quand on améliore la gouvernance, quand on améliore les conditions de vie des citoyens, on améliore le train de vie de l'État. Parce qu'on se comporte toujours comme sur le train de vie de l'État, c'est parce que l'État débourse. L'État débourse, mais si les sous-préfets ont des véhicules, se rapprochent des populations, à l'aide des chefs de service, enfin, il y a des chefs de postes agricoles, il y a des chefs dans les zones où il y a à forte densité d'élevage. Si on se rapproche d'elles grâce à ces véhicules et on les amène à produire davantage, ça enrichira le pays et finalement les dépenses seront résiduelles. Okay. Donc moi je pense que c'est une mesure salutaire. Donald Biskangan, mesure salutaire, vous êtes d'accord avec M. Tegem? Écoutez, j'ai quelques économistes avant d'arriver sur ce plateau. Les plus de 40 véhicules qui ont été dotés hier
j'utilise le mot du ministre, doté hier aux patrons de région, aux préfets et aux sous-préfets. Ces véhicules ont été achetés avec l'argent du Cameroun, et le Cameroun ne fabriquant pas de véhicules, ont été achetés donc à l'extérieur. Sur le plan économique, je me suis renseigné là-dessus, ça crée un déséquilibre sur le plan de la balance commerciale. C'est le premier impact sur le plan économique. Rappelons d'abord quelques faits. Vous avez quelques milliers de malades d'insuffisants rénaux qui, après 2 ou 3 mois, sont dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas recevoir les 2 séances hebdomadaires de dialyse telles que cela est prescrit par les canons médicaux. Vous avez des milliers d'instituteurs qui ont été formés et qui attendent depuis 5-10 ans d'être intégrés. Certains sont décédés. Vous parliez tout à l'heure, il y a quelques jours sur ce plateau, j'ai suivi du recrutement de 2000 enseignants dans l'enseignement supérieur sur 3 ans, me semble-t-il. Cela va porter le nombre d'enseignants du supérieur à 4000. Vous avez écouté le SINES qui indique précisément qu'il en faut un peu plus de 10 000 pour se rapprocher du ratio enseignants-étudiants dans les universités d'État telles que le prescrit l'UNESCO. Ces recrutements qu'on attend depuis ne sont pas venus. Il faut rappeler que la crise anglophone, on peut avoir l'impression qu'on mélange un peu tout, mais tout cela contribue évidemment à faire saigner l'État, pour ainsi dire. La crise anglophone coûte 6,5 milliards par mois à l'État du Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international qui le révèle. Alors, lorsque vous ajoutez à tout cela l'ensemble des frais de bouche, vous savez que la moindre cérémonie officielle donne lieu à la fête, à la célébration, de la consommation d'alcool, de nourriture, bref, tout ce qui est festif et donc dépenses. Lorsque vous mettez tout cela ensemble, vous tombez des murs. Lorsque vous écoutez qu'on a offert plus de 40 véhicules à des responsables administratifs, des gouverneurs, je ne sais pas si les gouverneurs et les préfets et les sous-préfets sont les moins nantis sur le plan du niveau de vie au Cameroun. Mais il me semble que lorsqu'on sort d'une cérémonie d'investiture, il y a moins d'1 mois, et qu'on appelle à la rationalisation des dépenses publiques, et que moins d'1 mois après, on dote, sur instruction, a tenu à le rappeler le ministre, les gouverneurs des régions, de 40 véhicules. C'est extrêmement grave. C'est grave. Fabrice Touali, bienvenue sur le plateau, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux panélistes et à vos millions de téléspectateurs. Voilà justement, Donald Blaise Kamgan, pour lui, ce n'était pas une priorité, ces véhicules, en ce monde. Bien, je vais déjà avoir la faiblesse de reconnaître que la question de cette dotation de véhicules, notamment cette actualité, je ne suis pas assez nanti en termes d'éléments. Oui. Mais seulement de manière globale, ce que j'ai pu en ci et là, il en ressort qu'effectivement, tel que mes précédents intervenants ont évoqué, la dotation vient d'une volonté du chef de l'État. Moi, il me semble, Donald le révélait même d'ailleurs, que tout au long de cette campagne, nous avons écumé vos plateaux pour décrire un certain nombre de choses dans le cadre des programmes des différents candidats. Et il en ressortait la plupart du temps, chaque fois qu'un candidat disait qu'il allait faire telle chose pour améliorer les conditions de vie des populations, vous les journalistes, vous lui retorquiez par la suite où allait-il prendre l'argent pour faire cela. Et je crois que de manière générale, la plupart des candidats s'appuyaient premièrement, avant de parler de l'élargissement de l'assiette fiscale aux grandes entreprises, qu'il fallait réduire le train de vie de l'État en priorité. Parlant déjà même de la présidence qui est budgétivore et la pléthore de ministères qui engloutit les deniers publics. Maintenant, nous n'en sommes pas encore réellement à la relance de la machine de l'État que on nous sert une dépense pareille. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais que c'est eux
qui paye la facture. Alors, le minimum, lorsqu'une dépense pareille est faite, certes, il y a une loi de finances 2017-2018 qui est en cours. Qu'on nous dise si cette dotation de véhicules avait été prévue dans le cadre de cette loi de finances. Nous savons qu'actuellement, les députés sont à l'Assemblée nationale dans le cadre de préparer la prochaine loi de finances. Qu'on essaye d'expliquer aux Camerounais. En fait, lorsque je dis qu'on essaye d'expliquer aux Camerounais, ça pose là clairement le problème de la gouvernance. Il faudrait que désormais, on arrête au Cameroun d'avoir des ministres qui n'agissent qu'au nom du chef de l'État. Ils agissent au nom du peuple camerounais. Ils sont des serviteurs, autant que la racine du mot ministre le dit. Donc, si rendu à la suite de l'élection présidentielle, nous avons des dépenses publiques qui sont faites à l'emporte-pièce, vous m'excuserez du terme, mais c'est de dire que est-ce que ces véhicules étaient une priorité? C'est la première chose. Lorsqu'on gère, on établit les priorités. Est-ce que c'était une priorité? Peut-être pour ceux à qui ces véhicules sont dotés. Mais est-ce que pour le peuple camerounais qui vient de subir une élection dont la légitimité est contestée? Il faut le dire, il faut le rappeler. J'aime le rappeler très souvent que l'élection que nous avons subie, qui a été consommée, qui est consommée même d'ailleurs, est illégitime. Maintenant, lorsqu'une élection est légitime et que toutes les parties sont d'accord que l'élection du président sortant, M. Biya, n'est pas légitime, elle est légale. Parce que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel l'a validée. Mais maintenant, dans le cadre de toutes les plaintes qui viennent de part et d'autre, il est nécessaire, pour ma part, pour apaiser le climat social, que la majorité présidentielle, notamment le chef de l'État, prenne des dispositions pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Et ça ne passe que par l'intégration de toute la composante sociale. L'opposition, la société civile, la diaspora, entre autres. Mettre toute cette composante ensemble pour être sûr que, en discutant de certains éléments, j'évoquais déjà la bonne gouvernance, j'évoquerai également le code électoral qu'il faut revoir, parce que tous ces éléments concourent à être dans un climat où les gens ne doutent plus des actes que l'État pose. Sinon, c'est faisable? C'est faisable. C'est une question, Saint-Germain, de volonté politique. Il est question que le président de la République, M. Biya, décide d'intégrer toutes les composants. Encore que le débat, je n'ai pas l'exclusivité de le dire. Il est évoqué à plusieurs... Oui, ça ferait l'objet d'un autre débat. Restons voilà. Sur les véhicules. Jean Pochouina pose un sérieux problème. Oui. Abistueli parle pour savoir est-ce que c'était budgétisé. En même temps, on nous dit que c'est un don spécial du chef de l'État. C'est ça pour vous mettre le pied. Non, en réalité, quand on fait un petit calcul, oui. On a, je suppose que je me suis adossé sur le nombre de communes, 360. Oui, je suppose qu'on a quelque chose comme 350 arrondissements, ça fait 350 sous-préfets, 58 préfets, 10 gouverneurs. Donc ça nous donne un total de à peu près plus de 400 autorités. Oui. Donc quand on fait le ratio avec le nombre de véhicules qui a été acheté, on comprend évidemment que la question ici à poser, c'est ces véhicules sont affectés plus précisément aux autorités, non, aux autorités de quelle partie du pays? Parce que si c'est dans la région, dans les deux régions anglophones, oui. Ça peut être compréhensible parce que ça peut être compréhensible pourquoi? Parce que on a vu tout ce qui s'est passé. Non, le ministre Paul Atangadi parle de 10 régions. Non, donc, mais 10 régions. Bon, quand on donne 40 véhicules pour 10 régions et ces véhicules sont affectés aux gouverneurs, sous-préfets et préfets. Ouais. Je me demande bien comment ces ensembles d'autorités que je viens d'énumérer, qui sont plus de 400, vont se partager ces 40 véhicules. Par contre, là où moi je pouvais dire que je trouve la mesure, peut-être je suis mal placé pour dire qu'elle est injuste, parce qu'en même temps, vous avez des administrations où il n'y a pas de véhicules.
vous avez des administrations qui méritent de se déployer véritablement sur le terrain où on n'a pas de véhicules. Donc, vous avez, par exemple, en ce moment où le pays traverse un peu un climat un peu secoué par des questions sécuritaires, on a des endroits où lorsque vous êtes agressé, mais vous appelez, je sais pas, la brigade ou le commissariat, on vous indique que bon, il y a des unités de police où il n'y a pas de véhicules. Je vous le dis, je sors de l'Ouest, il y a des unités où il n'y a pas de véhicules. Donc je pense que des véhicules, même si c'était des véhicules qui coûteraient un peu plus cher, affectés à ces unités de sécurité, je pense que ce serait plus salutaire. Donc, mais néanmoins, ces 40 véhicules, je pense que si c'est pour les préfets et sous-préfets, oui, non, je veux dire, des régions où il y a de sérieux problèmes, on pourrait comprendre. Autre chose, ce qui peut encore embarrasser, c'est le coût de ces véhicules. Parce que quand je regarde ces véhicules, il n'y a pas un véhicule qui coûte moins de 50 millions. Donc, si on part sur la base de 50 millions, on pourrait se situer à plus d'1 milliard de dépenses. C'est quand même énorme. Alors, d'où proviennent ces fonds? Voilà. Si c'est puisé dans les fonds de souveraineté, je pense que le budget de l'État, l'élaboration de la loi de finances qui est en cours, certainement n'en pâtirait pas. Donc, à mon humble avis, je pense qu'on doit dépasser le débat sur la question de ces véhicules, parce que moi je vois la réduction du train de vie de l'État ne se pourrait pas se limiter à 40 véhicules. Je prends un exemple. Quand vous prenez les missions, le nombre de missions des administrations, ce sont des missions qui consomment énormément. Vous prenez les stages à l'étranger, ça consomme énormément. Vous prenez le carburant. Des séminaires même. Oui, l'organisation des séminaires. Vous prenez le carburant que l'État dépense. C'est énorme. Vous prenez, maintenant on peut poser un autre problème, l'utilisation qui est faite de ces véhicules. Voyez-vous, c'est je pense que jusqu'à très récemment, j'ai dû remarquer cela, que quand on affecte un sous-préfet, il part avec son véhicule. Justement. Je pense que c'est une mesure pour rationaliser ses dépenses, parce qu'auparavant, un sous-préfet arrivait là, il avait un véhicule, il fracassait le véhicule. En partant, il laissait le véhicule. Parfois, son remplaçant arrivait et il a pris le temps de bien entretenir son véhicule là où il était. Il est obligé de le laisser. Donc, je pense que des mesures pareilles pour rationaliser vraiment les dépenses de l'État, on ne doit pas se limiter à une question de véhicule. Il faut revoir beaucoup d'autres aspects dont certainement on aura le temps d'appeler tout au long de l'émission. Voilà, Jean-Paul Chouniat certains parlent du gaspillage à la limite, la gabégie même. Voilà, ça me désole un peu, mais je vais peut-être rappeler les fondamentaux. Oui. L'État a une caisse. N'oubliez, ça je ne le dirai jamais assez, le principe en finance publique, c'est l'unicité des caisses. Ne vous posez jamais la question d'où viennent les fonds. L'État, c'est une caisse. Je vais peut-être rappeler ici, il y a quelques années, le ministre de la Communication, à l'époque, aujourd'hui ambassadeur, avait eu des fonds pour l'organisation de la visite du pape. Il avait mis sur son compte et les gens ont crié sur tous les toits. Il n'avait commis aucune faute. L'État a une caisse. Quand on a sorti des caisses de l'État, on vous donne, c'est pour une mission précise. Vous ne pouvez plus reverser ailleurs que dans soit votre compte privé, soit pour la mission pour laquelle on vous a confié les fonds. Parce que s'il donne au régisseur des recettes de son ministère, c'est-à-dire il donne au trésor, c'est la seule caisse de l'État. Ça veut dire que l'État lui a donné 800 millions, il a restitué à l'État. L'État, c'est une caisse. Retenez ça pour toujours. L'État n'a pas de caisse. Pour commettre une faute, il faut sortir l'argent des caisses de l'État et affecter les fonds à d'autres missions que celles pour lesquelles les fonds vous ont été confiés. Le ministre, quand il a reçu les fonds, il ne pouvait plus restituer les fonds au trésor parce que l'État a une caisse. Donc cette dotation, c'est les caisses de l'État, finances publiques. C'est le principe, unicité des caisses. L'État a une caisse. Donc ne discutons plus dessus. Il faut clore le débat. Maintenant, relativement à ce que vous évoquiez tout à l'heure, la gabégie. Je veux peut-être prendre la figure, parce que il a pris un exemple tout à l'heure, c'est le ministre Marafa qui avait pris cette décision, le ministre d'État Marafa Midouya. Il avait constaté que lorsqu'un sous-préfet partait, il laissait son véhicule dans un mauvais état. Il avait donc décidé que désormais qu'on affecte chacun part de son véhicule. Sur les véhicules des ministres, quand on a eu
les fonds PPTE, quand les véhicules des préfets et sous-préfets, quand on avait reçu les fonds PPTE, les gens, le ministre Marafa avait demandé qu'on affecte une partie de ces fonds à la location des véhicules aux chefs de terre. On lui avait répondu que non, c'était des fonds pour la lutte contre la pauvreté. Voilà exactement ce qu'il avait dit. Il avait répondu ainsi. Il a dit, les sous-préfets et préfets, parce qu'ils procèdent à l'encadrement des populations, participent à l'œuvre de lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que les arbitrages avaient permis de lui donner raison et on a attribué les véhicules à ces chefs de terre. C'est pourquoi j'ai rappelé fort justement tout à l'heure que dans leur mission d'encadrement des populations, les autorités administratives participent à une œuvre utile de lutte contre la pauvreté. À travers la tutelle qu'ils exercent sur les mairies, parce que les mairies accomplissent des œuvres sociales. Et les chefs de terre descendent sur le terrain, parfois même avec les chefs de poste agricole, pour former les populations à la qualité de la production agricole. Et ça enrichit l'économie. Contrairement à ce que disait mon voisin, c'est pas parce qu'on a alloué quelques véhicules, ou alors les véhicules à tous les chefs de terre, qu'on a négligé de subventionner la dialyse des malades de l'insuffisance rénale. Non, ils continuent à être subventionnés. Et je vous dis encore, quand le président Biya prend le pouvoir au Cameroun en 82, les dialysés étaient évacués en Europe. C'est depuis l'hôpital général de Douala et l'hôpital général de Yaoundé qu'on a commencé à prendre en charge. Et ça coûte à l'État 95 000 pour chaque dialysé. Parce qu'en réalité, le coût c'est 100 000 francs. L'État assume ses missions avec responsabilité. Donc, c'est pas parce qu'on a attribué aux autorités administratives 40 véhicules que l'État se délaisse de certaines missions. Non. L'État accomplit ses missions, qui sont les missions régaliennes, et se fait accompagner par ses autorités. Vous plaignez des stages de Camerounais à l'étranger, mais comment on va faire le transfert de technologie? Vous voulez qu'on fonctionne en autarcie? Si on veut une fonction publique compétitive, si on veut une fonction publique efficace, il faut bien que les gens aillent se former pour apprendre de ceux qui sont mieux formés que nous. Parce qu'on ne sait pas tout. De même que les gens viennent chez nous tous les jours en formation. Comme nos enseignants vont dispenser les enseignements, alors nos chercheurs vont faire la recherche dans notre pays. C'est comme ça que les efforts ou alors le transfert de technologie s'accélère et l'État doit assumer ses missions parce qu'il y va de la qualité des cadres de l'État, il y va de la qualité de la fonction publique, il y va de la qualité de l'administration, il y va de la qualité des missions que l'État accomplit dans l'intérêt de nous autres citoyens. Donald Biskamgan, il y a, Jean-Paul Chouina parle de 40 véhicules, il y a 58 départements, prenons juste les départements. Comment ça va se faire, la distribution? Bon, on parlait même de récompenses, tout de suite après la présidentielle. Tout ça, on peut mélanger tout ça dans un même panier. De toutes les façons, on n'est pas habitué à d'autres modèles de fonctionnement que l'opacité. Ne me demandez pas comment ça va être reparti, puisque je n'étais pas dans les secrets de ces décisions, mais tout ce qu'on peut constater, c'est que les gens parlent de tout sauf de l'essentiel. Il faut toujours rappeler que nous sommes sous ajustement structurel. Ça signifie pour la grand-mère qui nous écoute au village que nous avons mal utilisé notre argent. C'est exactement de ça qu'il est question. Vous avez fait de mauvaises dépenses publiques. Vous avez investi dans des secteurs qui n'ont pas de plus-value. Vous avez gaspillé. En termes clairs, c'est ce que ça signifie. Et donc, on vous dit désormais resserrer la ceinture. Si vous consommiez 2 verres d'eau par jour, désormais vous consommerez demi-verre ou un seul verre. C'est ce que ça signifie être sous ajustement structurel. Depuis 2017, depuis juin 2017. On vous rappelle tout, il faut resserrer la ceinture. Et le premier d'entre eux, c'est le chef de l'État qui donne instruction de doter les patrons de région et autres de véhicules. Rappelons quand même qu'il y a une loi dans ce pays qui impose aux autorités administratives dont nous parlons, à des hauts fonctionnaires de toutes les façons, à un niveau important de l'appareil de l'État, de déclarer leurs biens, de dire qu'est-ce qu'ils gagnent et comment est-ce qu'ils bâtissent leur fortune. Ça date de 1996. Plus de 20 ans après, ce n'est pas appliqué. C'est l'ensemble de tous ces instruments qui permettent de vérifier, de contrôler la qualité de la dépense publique. Lorsque cela n'est pas fait, évidemment, on peut assister à tous les dérapages. De temps en temps, on assiste à des actions éparses
qui peuvent donner l'impression qu'il y a une certaine volonté. En début d'année, le Premier ministre a pris une circulaire rappelant aux directeurs généraux, à leurs adjoints, au président du conseil d'administration, que désormais les voyages pour des missions à l'étranger se faisaient en classe d'affaires. Allez vérifier si cette mesure est appliquée aujourd'hui. De toutes les façons, le suivi n'est pas le propre du renouveau. Non, il faut être plus sérieux. Il faut être plus sérieux et j'ai le sentiment vraiment que c'est de la provocation, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Comment ça? Que c'est de la provocation. Comment? Oui. Ils font pas un service public, ces chefs-terre là et autres? Non, c'est jalon tout. Non? Dites aux Camerounais que les gouverneurs de région ont des véhicules. Ce sont pas des maires ou des chefs de quartier. Et lorsqu'on a un véhicule qui ont une notation. Et lorsqu'on a un véhicule qui a été criblé de balles, comme celui du sous-préfet de Bouya, non, qu'est-ce qu'on fait? Ne dites pas qu'une hirondelle fait le printemps. Non. Restons sur ce cas-là aussi. Oui, mais attends. Vous offrez 40 véhicules. Ça signifie que... Jean-Paul Chouinian vous a adressé le drapeau de certaines régions, dans certains coins dans la région de l'Ouest. Est-ce que vous êtes sûr que l'état de ces véhicules-là permet, comme dit Maître Tegem, au sous-préfet, au chef d'État d'assurer véritablement son devoir de ce côté-là? S'il n'a pas un véhicule en bon état, en très bon état? C'est jalon autour. Si vous vivez au Cameroun, vous devez savoir que les sous-préfets, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'instrument, sous-préfet, préfet, gouverneur, compte tenu qu'il n'y a pas d'instrument légaux qui les contraint de rendre compte de leur train de vie et autres, ne sont pas les plus pauvres. Ne sont pas les plus pauvres. Ne sont pas les plus pauvres, Serge Alain. Je vais vous donner la parole. On laisse terminer. Je ne veux pas vous... ne parlons pas ici des privilèges dont bénéficient. Non, nous ne sommes pas... On va parler des plus pauvres. Non, restons sur les véhicules. Ce sont des choses qu'il faut en parler. N'ouvrez pas le débat et vous voulez qu'on fasse. Non, nous sommes sur les véhicules. Non, sur autre chose. Non, puisque vous voulez nous expliquer que, bon, puisque les sous-préfets et préfets des régions reculées n'ont pas de véhicules ou souffriraient du fait que leur zone soit enclavée. Et c'est encore ça le problème, c'est que on a fait un pays où il n'y a pas de priorité, on ne sait pas où est la priorité. On accorde la priorité à des choses qui sont factices, des choses qui n'ont rien à voir avec les conditions de vie du citoyen, du citoyen. Allez chercher à savoir comment est-ce que vivent les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs des régions. Ils ne sont pas les derniers en termes de lotissement. Ils ne sont pas les derniers. Donc, Jean-Paul Chouinian. Je sais que maintenant veut réagir aussi. Je veux m'excuser d'avoir auprès de... Oui. Parce que il y a parfois, moi je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Moi je ne suis pas militant d'un parti politique. Donc je ne parle pas comme un politique. J'essaye de faire une analyse comme un citoyen. Vous avez fait le terrain, le rappeler. Oui, je veux prendre une région comme le sud-ouest et le nord-ouest. Oui. On voit les sous-préfets et les préfets. Mais où sont les adjoints préfectoraux? Je vous rappelle que j'ai eu à échanger avec un adjoint préfectoral à Bafoussam, qui est en service dans le sud-ouest. Il m'a dit qu'il n'a jamais eu la peur qu'il a eu là, il n'a jamais eu cette peur de sa vie. Alors, quand vous êtes adjoint préfectoral, vous ne bénéficiez pas des mêmes mesures d'accompagnement que le préfet. Mais votre vie est tout autant exposée que celle du préfet, qui a un bon véhicule, qui a des gardes du corps. Mais le même dispositif doit aussi être affecté à un adjoint préfectoral. Donc, je vous dis, ça c'est les paroles d'un adjoint préfectoral avec qui, c'est les propos d'un adjoint préfectoral avec qui j'ai échangé. Donc, je pense que on ne peut pas, même si c'est vrai que nous souffrons, mais ne faisons pas le procès de 40 véhicules où on attribue, et ça, le train de vie de l'État, je l'ai dit, ne se résume pas à 40 véhicules. Et il y a, tout à l'heure, Maître évoquait, là où je ne suis pas d'accord avec lui, là où il disait que non, c'est normal que les gens aillent se former à l'étranger. De 2015 à 2016, l'État a dépensé 30 milliards
pour les stages, les frais de mission à l'étranger. 30 milliards, c'est énorme. Et en 2017, ça a été corrigé. Il y a eu une diminution de 8 milliards. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même l'État est consciente que son train de vie est élevé. Et le chef de l'État l'avait dit lors du Conseil des ministres en 2014 qu'il avait donné des instructions qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Donc, moi, peut-être que les 40 véhicules, c'est la brèche pour débattre sur ce domaine, mais je pense qu'il y a mieux à dire sur ce qu'il s'agit de la réduction du train de vie de l'État. Prenons le cas des missions. Vous avez des missions, des administrations où on ne peut pas vous dire le nombre de missions exactes qui sont prévues pour une année. Pourquoi on ne peut pas prévoir? Et même parlant de cette administration, il y a des gens qui vont à l'étranger, reviennent, mais on ne ressent pas véritablement qu'ils sont venus avec quelque chose de nouveau. On a l'impression qu'ils viennent, ils sont dans les mêmes habitudes, les gens sont au ministère des Finances, ils ont des difficultés, ils n'arrivent pas à toucher soit leur pension, soit... Donc, je pense que il faut véritablement toucher d'autres poches importantes, pas seulement la gestion des véhicules. On a peut-être la chance aujourd'hui qu'on a les téléphones avec les WhatsApp, la communication est devenue facile. Mais, maître, de vous à moi, vous savez qu'il y a des gens qui quittaient, allaient dans les bureaux d'un cousin, téléphoner presque toute une journée aux frais de l'État. Ils appelaient parfois l'étranger. Donc ça fait ça fait d'énormes manques de manque à gagner pour la dépense publique. Donc moi je pense qu'honnêtement, au-delà des 40 véhicules, il faut vraiment qu'on touche des secteurs importants qui permettent à l'État de réaliser, de réduire ou alors de dégager des ressources permettant de soutenir d'autres secteurs. On n'avait pas prévu la guerre dans la zone anglophone. Donc c'est encore un gros gouffre. L'extrême nord est là, on n'a pas encore tout reconstruit. C'est encore un gros gouffre. Donc quand on demande qu'on réduise considérablement le train de l'État, c'est pas pour qu'on partage cet argent aux citoyens camerounais. Donald Bish parlait, il disait que pour lui, c'était pas la priorité. Non, on ne peut pas dire que c'est pas la priorité, mais je dis il faut bien voir quel usage on va faire de ces véhicules. Mais si c'est pour le distribuer en majorité aux autorités administratives dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, je pense quelque part qu'il y avait une véritable urgence, même si on peut ne pas être d'accord comme autorité pour le plaisir de distribuer. Mais peut-être pour apporter un bémol, on n'avait pas aussi que pour remettre 40 véhicules aux autorités. Est-ce que si on remettait ces véhicules sans appeler la télévision, ça allait empêcher? Je pense qu'on n'aurait pas aussi fait autant de bruit. Si c'est pour les missions régaliennes de l'État, on n'a pas besoin de spectaculariser cela. Donc je pense que le débat sur les 40 véhicules, c'est une brèche pour qu'on voie d'autres poches, d'autres domaines d'activité où beaucoup d'argent, vous avez évoqué tout à l'heure les cérémonies, les séminaires, dont les gens qui viennent au séminaire touchent parfois 200 à 300 000 francs de per diem en 3 jours. Je pense que c'est quand même... Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Vous voulez réagir par rapport à... Oui, apporter peut-être une contribution en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que nous disons beaucoup de choses. Nous disons beaucoup de choses et le temps de cette émission, on n'aura pas parcouru la question. En fait, je pense que Maître est dans une sphère qui échappe aux réalités du Cameroun. Et lorsque j'écoute Jean-Paul Chuniat, il plante là exactement. Lorsqu'il parle de la caméra qu'on fait venir pour annoncer qu'il y a 40 véhicules qu'on donne à l'État, effectivement, il ressort là un élément qui échappe même à la dépense publique. Mais celui de faire une sorte de campagne. Je voudrais rappeler au gouvernement que la campagne est finie. Le qu'on a vu avec le Conseil constitutionnel est passé. Le chef de l'État a été réélu, le Conseil constitutionnel l'a proclamé. Donc en réalité, ils n'ont plus besoin de convaincre les Camerounais. Donc, de deux, je voudrais
quand même dit à Maître lorsqu'il dit que les autorités déconcentrées, notamment les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, participent de l'épanouissement des populations. Ce qui est vrai. Sauf que ils viennent, comme il a dit lui-même, comme tutelle. Mais ceux qui sont même en réalité à la base, les acteurs clés du développement local, c'est les mairies. Et donc, laisser croire aux téléspectateurs que c'est les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs qui viennent améliorer les conditions des populations, c'est un mensonge qu'il fallait rectifier rapidement. Donc, lorsque j'ai dit ça, nous interpellons directement le ministère. Encore qu'on se demande même s'il a sa place d'être. Le ministère de la décentralisation qui a récemment été créé, d'accélérer le processus de manière à ce que les mairies soient définitivement, que leurs compétences soient élargies pour qu'ils puissent réellement servir les populations qui leur font confiance à chaque fois. Et lorsque Donald Biskangan parle des dialyses qui sont réellement un problème pour notre pays, moi je voudrais m'aller plus loin. Le simple service dans nos hôpitaux publics, on se rappelle encore du cas comme Jacqueline Koumateke, de la jeune demoiselle Natacha Tchatouang, le problème du bébé, le service public. En réalité, je peux donner l'impression de sortir du sujet, mais non. Pourquoi je le dis? Je le dis pour que nous comprenions simplement avec les téléspectateurs que lorsque un gouvernement est au travail, il s'accorde sur tous les éléments qui participent de faire vivre la nation. Lui-même, il a évoqué que lorsque M. Biya prenait le pouvoir dialysé, ça veut simplement dire que nous avons régressé, en d'autres termes. Peut-être que, pas régresser dans le sens... Justement, je veux comprendre. Voilà, pas régresser dans le sens de ne plus évacuer les gens, mais seulement de les dialyser, mourir plus que hier. En ça, nous avons régressé. Parce que s'il fallait maintenir le cap de les évacuer pour les sauver, ça allait être salutaire pour tous. Maintenant, lorsque nous décidons de les soigner ici, mettons la priorité. Je pense qu'un peuple, une population en santé, une population saine, participe du développement, de son développement, parce qu'elle accompagne les actions du gouvernement. Lorsque si une population n'est pas en santé, prenez les plus belles décisions et que vous n'avez pas la ressource humaine pour l'accompagner, vous serez toujours limite. Je sors en disant que lorsque nous disons au Cameroun que le train de vie de l'État est extrêmement élevé, ce n'est pas une exclusivité ni de la société civile, ni des acteurs de l'opposition. Un rapport du Fonds monétaire international, même de la Banque mondiale, a fait état de cela. Lorsque nous nous retrouvons en train d'être mis sous ajustement structurel, quelques années après avoir atteint le point d'achèvement, un rapport de la Banque mondiale est sorti pour demander au Cameroun de réduire son train de vie. Et aujourd'hui, lorsque, là je suis un peu, je suis pas d'accord avec Jean-Paul Chuniat qui pense que le chef de l'État a compris qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Je l'ai dit une fois sur je l'ai dit une fois sur ce plateau, nous avons un gouvernement d'annonces qui fait des annonces et justement lorsqu'on fait de belles annonces, on veut que la caméra soit là pour que le monde prenne acte, le monde entier prenne acte. Mais par la suite, rien n'est implémenté. Maintenant, je prends quelques secondes pour chuter. Il y a un décret que le chef de l'État a pris pour 2000, le recrutement de 2000 enseignants sur 3 ans. Bien. Moi, je voudrais, moi en tant que contribuable, je voudrais qu'on me dise lorsque on engage une dépense pareille, parce que recruter les enseignants, recruter le personnel, c'est engager des dépenses, il faudra les payer. L'argent de cet argent viendra d'où? Certainement, la loi de finances qui est en train d'être évoquée va intégrer ça. Ok. Mais il est important
dans la communication gouvernementale, de dire aux gens ce qu'il en est. C'est pourquoi nous avons un Parlement. Pas de faire une annonce et que les acteurs se mettent à se poser même déjà la question de savoir, oui, on va nous recruter comment même. Vous suivez les reportages dans plusieurs médias. On va nous recruter, ça va même se passer comment? C'est qui a ministre de l'enseignement supérieur, professeur Jacques Famin Ndongo, a dû faire 2 sorties, il me semble, pour expliquer les mécanismes de comment les recruter. Moi, j'aurais été à cette conférence que je lui aurais posé cette question de savoir. Parce que le peuple doit savoir, lorsque le flou règne, derrière, il y a les demandes et tout ça. Ok, maître. Vous savez, je ne comprends pas mon ami de l'univers parce qu'il dit une chose au contraire. Il dit que ça ne vaut pas la peine de faire de belles annonces en face caméra. On n'en est plus à une annonce, on en a une réalisation. Caméra, on a montré le ministre Paul Atangandji donnant les clés des véhicules au gouverneur. Donc ce n'est pas l'annonce. C'est une image réelle. En même temps, ça dérange Jean-Paul Chouniat aussi. Je demande si c'était nécessaire. Les caméras. Excusez-moi. Pour le montrer au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a pas eu de provocation. Fabrice Pioli dit que la campagne est terminée. Est-ce qu'on a encore besoin de ça? L'État, ce n'est pas la campagne. L'État est dans ses missions régaliennes, doter le personnel du matériel pour permettre d'accomplir les missions de service public qui sont les siennes. Je voudrais rappeler à mon ami de l'univers que le chef de terre, sous-préfet, préfet, représente le gouvernement et l'ensemble des ministres. Il lui appartient, lui, de se rapprocher du maire qui a des déficits de compétences. Parce que le problème de la décentralisation dont vous parlez, vous avez l'air de le dire avec beaucoup de légèreté. C'est beaucoup plus sérieux que vous ne le pensez, monsieur de l'univers. Les maires aujourd'hui se plaignent des déficits de ressources humaines. Ils le disent tous les jours. Déficit de financement, déficit... Donc, qu'est-ce que le sous-préfet fait? C'est lui qui est capable d'aller dans une mairie comme celle de Ouabamé. Quand je dis Ouabamé, je ne sais même pas si vous savez où c'est situé. Le sous-préfet Ouabamé, il est entre Bafou, Songo-Tongo. C'est-à-dire que, non, il est dans le sud-ouest, il est plutôt du département le chef de c'est Mendy. Alou, Mendy, Ouabamé et département du... Enfin, ça va me revenir tout à l'heure. Non, c'est pas les Bialem. Oui, les Bialem. C'est les anciens départements qu'il est, les Bialem, Fontem, Alou, Ouabamé et tout ça. Donc, il est de ces départements. Lorsque vous demandez à un monsieur comme ça, qui va dans des conditions très difficiles, vous donnez une voiture, vous ne trouvez pas que c'est un outil motivant pour lui permettre d'accomplir de manière utile ses missions? Vous trouvez qu'on doit laisser le maire de Ouabamé, qui parfois lui-même n'est même pas suffisamment qualifié pour comprendre même ce qu'on appelle la mission de service public. C'est le sous-préfet qui peut saisir le préfet du département et lui dit, s'il te plaît, fais-moi venir ici un ingénieur en service à la délégation départementale de l'agriculture pour nous aider parce que mes populations ont des problèmes dans tel ou tel domaine. Mais sans vous couper, c'est fait insulte au maire. Non. Parfois, certains maires sont des anciens fonctionnaires. Non, mais ils ne sont pas nombreux. Monsieur, on n'insulte personne. Ce n'est pas nous qui le disons. Ils sont convoqués tous les jours aux conférences des maires et ils le disent tous les jours. Ils nous ont besoin de compétences. Ils le réclament. Et la décentralisation, pour s'achever, il y a une série de textes qui doivent être pris. Dernièrement, j'ai vu, c'est une nuance que vous faites entre réclamer les compétences et être incompétent et ne pas connaître ce qu'on a fait. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit beaucoup de choses. Non, ça, je peux perdre. Moi, mais écoutez, vous avez parlé, moi j'ai pensé que je ne perdais rien. Hein. Moi, je vous ai laissé parler et puis je sais que je vous ai rien intéressant. S'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement parce qu'on m'a interrompu, je suis obligé de chercher. Alors, relativement à ces images insultes aucun maire, mais ce sont des réalités locales. Les maires ont des problèmes de compétence. Sur la décentralisation, j'ai vu il y a quelques jours qu'on a pris un texte pour dire que désormais le financement de la décentralisation se ferait également par le FECOM et tout ce... Parce qu'avant, c'était un peu un vide juridique et les textes ne sont même pas suffisants. Il faut continuer. Si vous croyez qu'on a créé tout un ministère dédié à la décentralisation, c'est parce qu'on savait que l'œuvre était titanesque. Les gens pensent que décentralisation, c'est s'asseoir et dire, moi j'ai vu le reportage dans une mairie, dans une région du nord-ouest. Le maire est le plus jeune de la ville. Et il fait le marché, il préfère aller faire son marché au Nigeria, revenu au Cameroun. Il ne comprend même pas bien l'anglais. C'est le seul dans le village qui lit un peu l'anglais. Mais c'est un arrondissement.
Le sous-préfet, quand il a un monsieur comme ça, vous croyez que qui fait le travail? C'est le sous-préfet qui a tous les coups, l'appelle et lui dit, bon, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut faire. Parce que lui, il est qualifié. Et c'est pour cela qu'il faut participer. Il faut honorer les fonctionnaires en les envoyant en formation. On se plaignait ici de ce que les gens de la diaspora ne viennent pas travailler lorsqu'ils entendent qu'on dote des véhicules, qu'on dote les fonctionnaires des véhicules. C'est un outil motivant. Vous croyez comment laisser une fonction publique complètement telle qu'elle est sclérotisée sans que les fonctionnaires aient un outil de motivation? Mais on va seulement motiver 40 fonctionnaires? Non, on n'a pas dit qu'on motive. Il a bien dit que c'était un début et que ça devait se poursuivre dans toutes les autres régions. Le ministre Atangandji l'a dit hier et c'était très clair. Il a dit, ça c'est pour un début et ça va se poursuivre dans toutes les régions. Tout à l'heure, il a dit que pour lui, c'était un recul que de faire la dialyse au Cameroun. C'est quand même extraordinaire d'entendre ça, monsieur. Vous m'avez fait sauter de mon fauteuil. Parce que vous, peut-être vous le dites à légèreté, mais à l'époque, ceux qui n'avaient pas la chance de partir en évacuation mouraient tranquillement dans leur lit sans même savoir qu'ils étaient victimes de l'insuffisance rénale. C'était ça la réalité. C'est aujourd'hui que tout le monde, on a vulgarisé la médecine, on a créé les districts de santé. C'est pourquoi le Cameroun aujourd'hui est l'un des meilleurs pays en matière de santé, parce que la carte sanitaire s'est élargie. Ça, c'est la vérité. S'agissant de la formation des fonctionnaires à l'étranger, j'ai entendu tout à l'heure, on dit que les missions coûtent cher. Monsieur, exemple, la direction par objectif aujourd'hui, on a pris ça au Canada, ce sont nos fonctionnaires qui sont allés au Canada se former. Ils ont ramené ça ici. Ce n'est pas mauvais. Si vous prenez aujourd'hui l'amélioration de la qualité de la recette, c'est des produits que nous sommes allés chez les autres aussi apprendre. Si vous prenez l'amélioration de la qualité de la dépense, c'est cela la formation des fonctionnaires. C'est en cela qu'il faut encourager l'État. Il faut accompagner l'État dans ces missions. Sauf que le citoyen ne ressent pas cela. Non, bien sûr, monsieur. Il ne ressent pas comment. Vous, monsieur Chounat, excusez-moi, je vais peut-être chuter dessus. Monsieur Chounat, quand vous discutez parfois avec certains de vos camarades de classe, quand vous dites que les citoyens ne ressentent pas, vous voyez quelqu'un, il a grandi, je ne sais pas, avec ses parents. Après, il fait l'université de Douala. 3 jours après, vous le voyez, il dit qu'il est inspecteur des finances. Et il est déjà inspecteur des finances à Bonanjo dans un bureau. Vous croyez qu'on n'a pas amélioré ses conditions de vie? Ok. Sauf que c'est aussi fait de façon sélective. Oui, quelques secondes, il y a le journal dans un instant. Oui, c'est Jalon. Vous voyez que si les maires écoutent Maître ce soir, ils vont avoir l'impression que nous ne parlons pas du même pays. Bon, de toutes les façons, je pense que cette dotation présage de ce que va être le nouveau septennat. Rappelons-nous que le Cameroun a 64 ministères assimilés pour 24-25 millions d'habitants. La Chine, qui est le pays le plus peuplé du monde, un peu plus près d'1,5 milliard habitants, a 28 ministères. Les États-Unis, qui sont à un peu plus de 300 millions d'habitants, ont 21 ministères. Allons tout près de nous, le Nigeria, qui a 194, un peu plus, millions d'habitants et a 24 ministères. Merci, Donna Bliskonga. Bonsoir, Nadine Yambou. Bonsoir, Serge Auto. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. 2 ou 3 escales qui vont meubler cette édition. Le projet de loi de finances 2019 a été déposé ce soir à l'Assemblée nationale. Il faut préciser, Serge Auto, que de nouvelles dispositions ont été introduites durant l'examen et l'adoption de ce budget 2019. Les députés ont d'ailleurs été formés à cet effet du côté de Yaoundé. Des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler à la libération de Michel Bienton, journaliste incarcéré depuis hier à la prison centrale de Yaoundé. Il est accusé d'outrage au président de la République. Des organisations non gouvernementales dénoncent une violation de trop de la liberté de la presse au Cameroun. Des journalistes ainsi que défenseurs des droits de l'homme ont manifesté ce jour devant la prison centrale de Yaoundé pour appeler à sa libération. Toujours dans ce journal, nous reviendrons sur l'incendie qui a ravagé au moins 15 boutiques au food market de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Tout serait parti d'un court-circuit. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions de francs CFA. Voilà l'essentiel de l'actualité ce soir. C'est Jeanne Auto. Voilà, développement de tous ces titres que vient d'énoncer Nadine Yambou pour vous. C'est dans le journal qu'elle va présenter pour vous, comme tous les vendredis. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure, après le 20h, pour le débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, le débrief, toujours en compagnie de Fabrice Toueli, Jean-Paul Chouniat, Maître Georges Kegem et bien évidemment Donald Brice Kamkan. Donald Brice, éducation inclusive. Ça met un terme à la discrimination qu'on a observée jusqu'ici
vis-à-vis des enfants handicapés. On préfère s'arrêter là. Oui, vous savez, nous qui sommes relativement bien portants, on a le sentiment que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Or, on a autour de nous, chacun de nous sur ce plateau connaît un proche, une connaissance proche ou lointaine qui souffre soit des problèmes auditifs, soit d'un handicap moteur, soit des problèmes de vue tout simplement. Il est important dans une en développement comme la nôtre de prendre en compte l'ensemble de ces spécificités, de ces handicaps qui interviennent parfois dans la croissance des enfants si on fait la promotion de ce type de société. Et puis il y a des instruments internationaux comme les ODD, les objectifs de développement durable, récemment arrêtés par les Nations Unies, qui définissent bien en leur objectif 4 que l'accès à une éducation de qualité fait également partie des priorités mondiales. Je crois que le Cameroun, sur ce plan-là, se bat comme il peut. Il y a une trentaine de centres pilotes d'écoles inclusives qui ont été créés sur l'ensemble du territoire national. Le défi maintenant, c'est de les équiper, d'abord en matériel, ensuite en ressources humaines de qualité, pour qu'ils fonctionnent de façon efficiente et ne donnent pas l'impression qu'on est dans une société d'exclusion. Jean-Paul Chouinga, sur cette... le regard sera plus le même sur les enfants? Non, je pense que le fait de les mélanger avec tout le reste, c'est une bonne chose quand même, hein? Oui, c'est une bonne chose et chacun devrait intégrer cela. Mais je dis toujours, c'est lorsque vous êtes parent d'enfants handicapés ou vous êtes frère d'un handicapé que vous ressentez mieux l'urgence de ne pas avoir un regard différent sur ces enfants-là. Donc c'est toujours normal et je dis c'est la bienvenue pour que les enfants du Cameroun qui naissent handicapés ne se retrouvent pas marginalisés. Je pense que cela devrait même continuer jusqu'à ceux qui, malgré toute l'adversité de leur handicap, ont pu faire l'enseignement supérieur, ont pu atteindre un certain niveau, qu'on puisse aussi leur permettre de se former et en voir un emploi à l'avenir. Mais Serge ne sortirait pas sans faire un crochet en arrière pour indiquer que le sujet que nous évoquions tout à l'heure, j'avais oublié 2 détails que je vais évoquer sans rentrer dans... Il y a la réduction de la masse salariale avec tout ce qu'on a comme fonctionnaire fictif qui touche 4 salaires. Et puis... Je voulais qu'avant la fin de l'émission, que chacun puisse dire. D'accord. Okay. Restons d'abord sur le dépris. D'accord. Jean-Paul Chouinga. Oui, Fabrice Thioli, sur cette nouvelle approche. Oui, par rapport à l'éducation inclusive. Oui, justement. La première chose qu'il faut faire remarquer, c'est que ça va permettre aux enfants atteints de ces déficits-là de décomplexer. Voilà. De décomplexer et de savoir qu'ils sont des personnes à part entière. Maintenant, je vais m'inscrire sur le même sillage que Donald Brice, que désormais, concernant cette éducation inclusive, que ça ne soit pas comme avec, par exemple, les autres secteurs de l'enseignement, où il y a d'énormes écarts en termes de ressources humaines. Même les 2000 qu'on veut recruter au supérieur là n'atteindra même pas le ratio minimum selon l'UNESCO. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation inclusive, le plus important, c'est que la ressource nécessaire soit là pour permettre justement que ces enseignements soient véhiculés et de manière efficiente. Donc, que le gouvernement, qui déjà on peut saluer cette initiative, prenne simplement le taureau par les cornes et continue sur cette belle lancée en dotant ces centres pilotes de ressources humaines adéquates pour faire bénéficier à ces enfants de la même éducation que ceux qui sont bien portants. Mais tu es quand même un vaste chantier là. Oui, on est dans le président de la République qui fait ce qu'il dit. Je me souviens dans son discours de politique générale du
depuis 6 novembre dernier, il avait indiqué qu'il fallait lutter contre les discriminations entre les enfants qui ont un handicap et les enfants qui en sont dépourvus. En tout cas, je trouve que c'est une initiative qui est heureuse, qui peut avoir des effets. Il faut déjà l'implémenter parce qu'on est encore à des débuts. Espérons que d'un autre côté, parce qu'une mesure, quand on l'implémente, elle présente ses failles et on corrige au fur et à mesure on l'applique. Pour l'instant, on est à des débuts. Je pense qu'on va former également les enseignants qui seront nantis des compétences. Pourquoi j'ai parlé des chantiers, hein, on est dans former des spécialistes. Tout à fait. Attendez, sans formation, la formation, qu'est-ce qu'elle est importante? C'est ce que je disais tantôt, pendant tout à l'heure, la formation des fonctionnaires étrangers. Si dans ce domaine, par exemple, on constate qu'en Corée, ils font mieux que nous, mais il faut envoyer au moins une bonne brochette d'enseignants là-bas pour se former et revenir ici dispenser ce qu'ils auraient appris étant là-bas. Malheureusement, quelques revenus, c'est pourquoi il faut toujours encourager ceux qui veulent revenir, il faut toujours leur dire de se départir de ces complexes, de se départir de la rudesse. Le climat chez nous est écrasant, mais il faut qu'ils oublient tout ça, qu'ils reviennent, parce qu'on a, si le Cameroun a besoin des compétences, ce ne sont pas les autres qui construisent notre pays, c'est nous qui devons construire notre pays. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet qui est pour moi très important pour lutter contre toute forme de discrimination dans notre pays. Je vois Donald Brice qui tient à tout prix. Oui, moi je suis toujours impressionné par ce chauvinisme, mais moi je suis sauf qu'il faut être réaliste. Je ne pense pas que les plus de 10 000 médecins camerounais formés au niveau local qui sont en médecine et qui sont établis aujourd'hui en France, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Belgique, sont les plus antipatriotes, sont des personnes qui détestent le Cameroun. Non, il se trouve tout simplement, et l'Ordre national des médecins l'a dit, qu'ils estiment qu'ici, le salaire qu'ils reçoivent, ce sont des salaires de catéchistes, qui n'ont pas les conditions techniques nécessaires pour travailler. Il est plus pertinent d'aborder ces problématiques qui sont intéressantes, les adresser et trouver des solutions à cela, que de se contenter de dire tout simplement que au motif qu'on aime son pays, encore que il faut trouver un appareil qui permet de mesurer le niveau d'amour qu'on a pour son pays. Au motif qu'on aime son pays, il faut s'oublier soi-même, il faut se sacrifier à l'aveuglette, en observant qu'en face, il n'y a évidemment aucun effort qui est fait pour donner l'impression aux gens que c'est l'intérêt national qui compte. Il faut des actions fortes pour donner raison à ceux qui pensent qu'il faut retourner au pays, servir son pays. Non, vous attaquez M. Kegel. Ce sont pas les gens qui a parlé du travail patriotique. Non, l'emploi patriotique. C'est une vue de l'esprit. Dites-moi, démontrez-moi que les 10 000 médecins camerounais bien formés et le retour qu'on a nous permet de dire que ce sont des Camerounais les plus qu'on peut compter comme étant parmi les plus compétents dans leur secteur, chirurgiens, cardiologues qui sont établis spécifiquement aux États-Unis et en France. Rien ne vous indique que ce sont des personnes qui, en Allemagne, rien ne nous indique que ce sont des personnes qui n'aiment pas le Cameroun. Je dis qu'il s'agit d'une question de politique dans chaque secteur. Il s'agit de mettre à la disposition de ces citoyens-là qui ne demandent que des conditions idoines pour donner le meilleur d'eux-mêmes, de créer ces conditions-là pour leur donner, pour leur dire qu'ils ont tort d'aller où ils sont allés. Mais Maître n'a pas dit qu'ils étaient antipatriotes. Je ne sais pas ce qu'il vient d'avancer en m'attribuant des propos qui sont pas bien. Vous êtes en train de travestir ce que j'ai dit. Je persiste encore et je dis ceci. Le patriotisme suppose qu'on se déleste de certaines considérations. Vous parlez d'amour, je n'ai jamais dit que ceux qui sont partis, c'est pas mal. Parlons de considération, justement. Je dis, vous ne laissez pas les autres parler, et puis vous êtes en train de dire une chose et son contraire. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Tout à l'heure, on a parlé des véhicules. Vous avez dit que non, il ne faut pas donner les véhicules. Vous avez dit que non, il faut réduire le train de vie de l'État. Maintenant, vous demandez que ceux qui veulent venir servir le pays, qu'on leur donne des conditions. Mais monsieur, écoutez-moi, si les Samuel Eto'o et Jérémy Sorel voulaient regarder leur salaire, on n'aurait pas gagné les Coupes d'Afrique en 2002. Ils venaient au Cameroun pour gagner beaucoup moins qu'au Real de Madrid et au Barça. Donc c'est ça le patriotisme, c'est-à-dire voir que l'on peut gagner ailleurs et venir se sacrifier pour son pays. Le Cameroun est un pays à construire. Ce ne sont pas les étrangers qui vont le construire. Si les étoffistes,
les Roger Mila sont allés chez les autres, voir comment on joue au football, sont venus développer notre pays dans le domaine du football. C'est parce qu'ils savaient que c'est par amour du pays, c'est par esprit patriotique, c'est, si vous voulez, le sens de l'État, la notion du service public. C'est de cela qu'il est question quand on parle des nationaux qui sont à l'étranger, qui doivent venir pour qu'ensemble on construise ce pays qui nous appartient, qu'ils ont laissé, qu'ils ont abandonné. Ce n'est pas les autres qui viendront faire à leur place. Qu'ils viennent dans le cadre de l'éducation inclusive, dont on a vu l'expérience tout à l'heure. S'il y en a qui sont à l'étranger, qu'ils viennent nous aider, qu'ils viennent former, que sur place on ait au moins 15, 30, 50 enseignants pour que les gens vivant avec un handicap ne se sentent plus exclus, qu'ils fassent l'école avec les autres et que les autres là, dans le cadre de transfert de technologie, viennent nous aider. Voilà ce que je dis. Vous êtes toujours dans une position soutenue, comme si vous voulez combattre votre propre pays. Mais monsieur, il ne s'agit pas d'une action contre le président de la République. C'est d'une action pour notre pays. Rapidement, on va sortir. Oui, on va s'attaquer au dossier. Oui, je voudrais rapidement dire que lorsque on dit, peut-être je ne suis pas dans la même pensée que Donald Brice, mais je voudrais dire que lorsqu'on demande, par exemple, de créer les conditions de retour de ses concitoyens, il faut déjà même dire, il y a un ministre, je crois le professeur Jacques Famendongo, qui, lorsqu'il expliquait comment les recrutements des 2000 devaient se faire, a fait comprendre que les Camerounais de la diaspora, beaucoup qui veulent revenir, par moment, ne savaient même pas comment s'y prendre. C'est déjà même à partir de là, de ces conditions dont il est question. Un gars qui a une expertise, il veut revenir au pays, il s'y prend comment? C'est de ça, le ministre Jacques Famendongo lui-même l'a évoqué. J'ai voulu simplement évoquer ça. Maintenant, puisque là, on nous a planté carrément dans le sujet d'avant, pourquoi on parle de l'unicité des finances de l'État? Il n'est pas question pour autant, parce que non, on y est pas encore. Je le dis rapidement, a évoqué le fait que le ministre Biesam a dit qu'il a mis l'argent dans son compte. Si ça a fait écho, si c'est devenu une anecdote aujourd'hui, c'est parce que c'était pas normal. Il faut le dire. Les ministères ont des comptes. Les ministères ont des comptes dans lesquels, lorsque les budgets leur ont été alloués, ils mettent là-bas, dans ces comptes-là, pour pouvoir les gérer au sein de leur ministère. Il n'est pas question que l'argent du contribuable que je suis se retrouve dans les caisses d'un ministre. Dans le compte personnel, j'allais dire, d'un ministre. Il n'est pas Salam, excuse-moi, je me mets sur un plateau. Un monsieur fait une affirmation aussi grave et je ne reprends pas la parole, il faut m'excuser. Je prends un peu de votre temps. Monsieur, l'État, c'est une caisse. Ça, je vous le dis pour votre gouvernement. Un ministère n'a pas, un ministère n'a pas de compte. L'État, c'est le trésor public. Lorsqu'on nomme un receveur municipal, c'est arrêté conjoint, ministre des Finances, ministre de l'AT. Aujourd'hui, ministre de la décentralisation. Maître, si le ministre veut donner l'argent, lorsque vous donnez l'argent au receveur municipal, c'est dans les caisses du trésor. Quand le trésor a sorti l'argent à donner au ministre, c'est fini, c'est sorti des caisses de l'État. Maître, avec ta permission, bien sûr. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Peut-être que j'ai utilisé une formule qui ne sied pas à sa compréhension. Mais en réalité, les lignes de dépenses que le ministère engage, cet argent n'est pas consigné dans le compte personnel du ministre. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Donc il n'est pas question que monsieur le ministre Biesam dise en Mondovision ou en Audiovision, dans une chaîne de radio, qu'il a mis l'argent dans son compte et que ce n'est pas un délit. Se décédait par exemple, je ne souhaite pas ça. Cet argent, comment on ferait pour récupérer ça? Non, pas du tout. Comment on fait donc? C'est ce que je vais dire pour le regretter. C'est une question intéressante. Oui. Mais ce que je veux dire pour le regretter, c'est que il faut donc revoir peut-être ce principe d'unicité des caisses. Mais ce n'est pas un principe camerounais. Lorsque vous faites le droit des finances publiques, que ce soit au Cameroun, en France ou n'importe où, le principe c'est l'unicité. L'État a une caisse, retenez ça définitivement. Quand on a sorti des caisses de l'État, on vous a remis. Si vous rentrez remettre au trésor, ça veut dire que vous retournez l'argent à l'État. Et pour l'avoir, vous devez recommencer une procédure qui est imminemment, ou alors évidemment très mais pour sortir définitivement du sujet, puisque là, nous nous intéressons aux Camerounais.
pour édifier les Camerounais. Il faudrait simplement donc faire comprendre aux Camerounais que à chaque fois qu'un décaissement est fait dans un ministère pour une mission, que cet argent soit affecté directement pour la mission. Que l'argent ne transite pas par le compte d'un ministre. Dites-le quand on vous donne l'argent, le trésor, vous venez, on vous donne l'argent à 15h30. Quand vous donnez ça à 15h30, vous faites quoi? Le ministre, se déplace seul, prendre l'argent. Je pose une question. Le ministre se déplace seul. C'est lui l'ordonnateur. Peut-être vous ne savez pas comment ça se passe, mais en fait, je vais pas essayer d'expliquer. En matière de finances publiques, il y a 3 étapes. On engage la dépense, on la liquide, on met le titre. Quand le ministre a engagé la dépense, le trésor a débloqué. On prend, on lui dit, monsieur, c'est vous. Voilà l'argent que vous avez demandé. Voilà. Et quand c'est sorti des caisses du trésor, c'est le principe. Je vous dis encore une fois, c'est un principe. Je l'explique à la télévision. Personne ne vous dira le contraire. Allez au trésor vous renseigner. Il y a de l'expertise au Cameroun. Hein? Allez au trésor vous renseigner. On va vous dire. Au Cameroun, comme partout, celui qui a fait le droit des finances publiques, on dit il y a les principes. Le principe, interdiction des cavaliers budgétaires, unicité des caisses, c'est des principes de finances publiques. Ok. Bonjour alors au détournement. Jean-Paul Chouniat, justement, vous avez fait un excellent reportage sur la ville de le marché de Ndjombe-Pendja. Oh, mon ville fruit. C'est ville fruit. Tout à l'heure, vous l'avez dit que j'ai baptisé cette ville fruit. C'est dommage que dans le reportage qui est passé, je n'ai pas permis au maire de l'extrait où le maire prononce. Je ne l'ai pas laissé passer parce que là, je ne trouvais pas ça assez Villefruit, parce que vous-même vous avez suivi comment les différents voyageurs en direction de l'Ouest ou alors en provenance de l'Ouest l'ont dit qu'ils apprécient. Vous avez vu un qui appréciait la saveur des fruits de Ndjombe, pratiquement le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, je pense que ça montre le potentiel agricole de notre pays, qui ne demande simplement qu'à être bien exploité pour faire rayonner le label camerounais dans le domaine agricole. Et il y a un élément là-bas, le fameux poivre de Pendja. Oui, le fameux poivre de Pendja. C'est vrai que dans le reportage, je n'en ai pas parlé justement parce que je n'avais pas ces images-là. Oui. Il fallait les montrer, mais je pense que c'est Ndjombe Pendja, c'est une identité agricole qu'il faut valoriser pour le Cameroun. Voilà. Maître Tegem, oui, Ndjombe Pendja. Une belle ville avec beaucoup de fruits, une ville qui fait la richesse de notre pays. Vous savez que le sable de Pendja, le poivre de Pendja a été labellisé. Justement. Et ça participe à l'équilibre de notre balance de paiement. C'est une ville qui est une ville formidable, agréable. On exporte des bananes à partir de là-bas. Et tout ça participe à la qualité, si vous voulez, améliorer la balance de paiement de notre pays. Et c'est un peuple qui est agréable, il est toujours très hospitalier. J'aime bien cette ville parce que généralement les gars de Konsama disaient à Gayo Ndjombe, parce que c'était une ville qui était fréquentable, les hommes étaient très humains. Il y avait une équipe là-bas à l'époque, je crois que c'était Union de Ndjombe, c'était très bien. C'est très beau. Mais je voudrais corriger sur un seul mot. Quand on engage la dépense, on l'ordonnance, on la liquide. J'avais sauté l'ordonnancement tout à l'heure. Okay. Que les inspecteurs de régie financière ils nous regardaient déjà, ils sortaient les gros yeux à la maison. Oui, Donald Biskanga. Alors, Ndjombe Pendja, les fruits et le fameux poivre. Ça vaut le détour? Bon, si on allait se demander que reste-t-il de Ndjombe Pendja et du Mungo en général, on dirait peut-être qu'il reste dans ces fruits. Vous vous souvenez qu'à l'époque, c'était l'arabica, le robusta, et vu la chute des cours de ces matières premières au niveau international, les plantations ont été abandonnées, la main-d'œuvre a vieilli. Il restait dans ces fruits-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Les multinationales se servent comme elles peuvent. Est-ce que les populations riveraines, celles qui se battent jour et nuit pour cultiver ces fruits-là, tirent les dividendes nécessaires, bénéficient des infrastructures adéquates pour écouler ces produits-là? Pour avoir été à Loum, par exemple, dans le département du Mungo, je sais comment c'est difficile de transporter des ananas des champs jusqu'à bordure de la route. Oui, je pense que Loum,
C'est la richesse, ça c'est le Cameroun, ça c'est l'image du Cameroun. Hein. L'homme est l'expression visible de la richesse de Djombe Penja. Est l'expression visible que la terre c'est la richesse. Et la terre ne manque pas aussi. Que la terre ne manque pas. Il faudrait davantage. Pourquoi votre champion? Oui, je vais vous. Il faudrait davantage, peut-être, hein, permettre, comme Brice le disait, la redistribution des dividendes. Qu'elle soit, on se souvient qu'il y a eu beaucoup de clash là-bas entre les élus locaux et voilà. Donc, je ne voudrais pas entrer dans le fond du dossier. C'est un dossier sensible entre guillemets, avec la PHP et tout ce que ça. Maître Teghem, je vais revenir à votre champion a toujours dit de retour. Il encourage la jeunesse. Vous savez, ce retour à la terre. Je vous dis, c'est un monsieur qui parle, il dit beaucoup de choses. Il faut beaucoup l'écouter. Le président de la République a une très bonne culture. Il dit beaucoup de choses. Il me souvient, il y a quelques années, il avait fait un reportage à partir des plantations. Les journaux ont titré l'homme ananas. C'est la périphérie. C'est la périphérie. Il faut tenir compte de ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que les gens se comprennent que même un président de la République travaille dans l'agriculture. L'agriculture, c'est aucun pays au monde ne se développe sans les produits de la terre. Ça commence par la terre. Tout à l'heure, je parlais du poivre de Penja qui a été labellisé. C'est la terre. Je parlais des fruits de Penja, c'est la terre. Je parlais des bananes de Penja et c'est ça qu'on va exporter. Il faudrait que les gens retournent à l'agriculture, que l'on laboure la terre. En labourant la terre, nous serons un grand pays, nous aurons une balance de paiement qui sera excellente. Moi, j'aime Maître Teghem facilite beaucoup les discours. La différence entre lui et nous, c'est que nous lisons les discours et nous faisons le suivi de ce qui est dit. Où est la banque agricole, où sont les tracteurs? Le camp dit que le Cameroun est le seul pays où on cultive les tracteurs. J'en ai terminé. Merci. Madame, monsieur, stoppez fin pour Equinox Soir cette semaine. Rendez-vous lundi 19h. Rediffusion pour cette édition. 23h GMT, il sera minuit à Fotoni.